Bonjour, heureux de converser amicalement autour d'un tubercule comestible qui rallie tous les Français. Enfin, je veux parler de la pomme de terre, évidemment. 6 millions de pommes de terre sont produites chaque année. Les surfaces cultivées sont en progression. On atteint aujourd'hui les 145 000 hectares et nous consommons, chaque Français, 52 kilos de pommes de terre par an. C'est bien. Alors, de plus en plus de jardiniers amateurs, tant mieux, achètent des semences de pommes de terre. Où en est également la génétique? On en parlera dans quelques instants avec nos invités. Mais tout de suite, je rejoins Tom, notre jardinier et notre chef du jour. Bonjour les amis, vous allez bien? Mais tout bien. Alors Tom, vous allez nous parler de quoi? Alors on va parler un petit peu de la diversité qu'on trouve au niveau des pommes de terre et je donnerai quelques petits conseils aussi plantation de pommes de terre parce que on les cultive assez peu dans nos potagers, on peut les cultiver en pot, on peut les cultiver en bac, il y a plein de raisons de cultiver ces pommes de terre. Avec les problèmes d'inflation justement, on va peut-être revenir à ces plantations de pommes de terre dans les jardins puisque les jardins cartonnent depuis le confinement. Mais tout de suite, on passe en cuisine. Nicolas Rota, bonjour, vous êtes notre chef, vous revenez régulièrement dans cette émission. Alors vous nous proposez quoi autour de la pomme de terre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, autour de la pomme de terre, je vais vous proposer une sorte de brandade avec en base, à la place de la morue, une rillette de saumon et araignées de mer. Il nous faut quoi comme ingrédient pour réussir cette recette? Alors pour réaliser la recette, il me faut en pomme de terre, j'ai pris de la charlotte. Et pour la base, j'ai pris du saumon qui a été cuit doucement avec de l'oignon dans lequel j'ai rajouté de la chair d'araignée de mer. Et on vous retrouve tout à l'heure un peu pour les différentes étapes, chef, pour réussir cette recette. Alors, la pomme de terre est cultivée surtout dans le nord de la Loire et principalement dans la région des Hauts-de-France, qui représente à elle seule les 2/3 de la production nationale. Alors, pour nous en parler, avec nos invités aujourd'hui, je reçois Bernard Quéré. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes directeur national de la production des plants de pommes de terre. Et Bruno Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes reconditionneur de plants de pommes de terre chez Jardin.mom et vous faites partie du syndicat des reconditionneurs d'ailleurs. C'est cela. Et puis Tom nous a aussi rejoint pour parler de son expérience au niveau des pommes de terre. Aujourd'hui, la pomme de terre représente quoi pour les Français et qui est-elle? Alors, je pense que pour le Français, aujourd'hui, la pomme de terre, ça représente un aliment incontournable de l'alimentation journalière. C'est aussi, je pense, pour le consommateur et peut-être plutôt les jeunes, mais aussi un petit peu le symbole de la consommation hors foyer, donc chez les McDonald's ou les fast-food en général. Donc je pense qu'il y a un vécu quand même et une relation assez forte entre le français et ce tubercule qui nous passionne. Alors quand on a un jardin, on parlera aussi pour les professionnels des pommes de terre, on achète des semences. C'est quoi déjà une semence de pommes de terre? Alors, une semence de pomme de terre, c'est un tubercule qui est sain, qui n'est pas dégénéré et qui permet, en le plantant, de faire une récolte de pommes de terre pour les manger. Alors, comment elles sont produites ces semences? Alors ces semences sont produites par des producteurs sur différentes régions en France, avec une sélection qui est faite et un travail qui est fait au champ pour pouvoir garder l'intégrité des qualités du plant de pomme de terre, puisque le plant de pomme de terre dégénère suite au puceron qui le pique et qui fait entrer un virus, qui est un virus de dégénérescence. Le travail des producteurs est de maintenir l'état sanitaire de ces produits. Oui, parce qu'on pourrait acheter des pommes de terre chez notre fruitier, les couper en 2, en 3 et les faire germer et les planter. Mais ça ne donnerait pas grand-chose. Exactement, c'est tout ce travail-là technique qui est fait en amont par les professionnels pour offrir les meilleures des garanties à l'utilisateur et notamment le jardinier. Et on a un contrôle très, très, très poussé et qui nous garantit justement cette qualité sanitaire. Et aussi, on a la génétique. C'est à la fois la qualité sanitaire, mais aussi toute la génétique, toutes les variétés et toute la recherche qu'on fait autour des variétés que l'on propose aux jardiniers et à l'utilisateur de plants en général. Alors, il faut, lorsqu'on achète tout aliment, il faut bien lire l'étiquette. Qu'est-ce qu'il doit être indiqué sur une caissette de semences de pommes de terre aujourd'hui? Alors, sur un emballage de pommes de terre, que ce soit une caissette ou un filet, sont obligatoires le nom de la variété, son calibre,
et également son numéro de lot et son appartenance à une catégorie. Ça, c'est obligatoire. Et ça, on le retrouve systématiquement sur la petite vignette bleue qui est sur les emballages, que vous pouvez voir sur les emballages ou peut-être sur la clayette où on le voit mieux. Et automatiquement, on retrouve un certificat phytosanitaire. Et il faut savoir que chaque emballage est un emballage unique avec un numéro qui a été attribué par le service officiel de contrôle et qui garantit la qualité du produit. Tom, vous semez aussi des pommes de terre issues de semences achetées en jardinerie? Mais uniquement, c'est pour moi un gage de qualité, c'est un gage aussi de réussite. Et c'est vraiment aussi pour moi primordial de bien choisir mes variétés en fonction de leurs besoins, en fonction de ce que je vais en faire. Et surtout, j'ai pas un énorme jardin, je vais jamais être autonome en pommes de terre si j'essaye de tendre vers une quête d'autonomie. Donc je vais chercher des pommes de terre un petit peu différentes que celles qu'on trouve très facilement dans le commerce. Moi, en tant que jardinier, je vais souvent en jardinerie et je vois qu'il y a déjà des semences plus ou moins germées, déjà en jardinerie à partir du mois de février. C'est pas un peu tôt pour vendre les semences de pommes de terre en février en jardinerie? C'est effectivement un peu tôt, mais il faut savoir que dans les jardineries, ils ont des périodes. C'est-à-dire qu'ils implantent les pommes de terre. La pomme de terre, c'est souvent ce qui démarre le jardin. Donc le jardinier vient acheter ses pommes de terre parce qu'il sait qu'elles sont là. Et il faut absolument les acheter le plus tôt possible parce que le jardinier sera plus capable qu'une jardinerie de les conserver dans de bonnes conditions. Donc on les incite le plus possible à les acheter tôt, parce qu'ils peuvent aussi en tenter un petit peu de bonheur pour les avoir plus tôt. Comment on les conserve entre le mois de février, si on les achète en février ou en mars, jusqu'en la plantation fin avril, début mai? Alors, le meilleur moyen de les conserver, c'est de les mettre, de les sortir de l'emballage, de les mettre dans une petite caisse, à la lumière, contrairement à ce que les jardiniers peuvent penser, parce que souvent les jardiniers confondent le plant et la consommation. La consommation, on la met dans le noir pour ne pas qu'elle verdisse. Le plant, si on le met dans le noir, il va se comporter comme s'il était sous la terre et il va germer pour trouver la lumière. Donc il faut le mettre dans une caisse à une température, on va dire, entre 7 et 15, contrairement aux jardineries où il y a des écarts de température. Et là, la pomme de terre, avec la lumière, va sortir un petit germe et va pousser tout doucement et sera prête pour aller au jardin. Et on peut les garder 2, 3 semaines, un mois et demi dans son garage hors gel à une température et une lumière suffisante. On parle là de la semence en direction des jardiniers, mais en direction des professionnels, ceux qui produisent de la pomme de terre, de la patate. Comment a évolué cette pomme de terre en termes génétiques ou en termes de résistance ces 20 dernières années? Il y a les enjeux qui concernent tous les producteurs professionnels, mais aussi les jardiniers finalement. Tous les enjeux autour des maladies. Donc aujourd'hui, l'utilisateur de nos semences veulent avoir des variétés qui soient résistantes aux différentes maladies, notamment le mildiou, pour la plus connue. Ils veulent aussi des variétés maintenant qui soient tolérantes à la sécheresse, aux coups de chaud. Vu les étés qu'on a eus ces dernières années, il y a une grosse demande pour avoir des variétés qui continuent à produire malgré ces à-coups climatiques et ces agressions de l'extérieur. Donc forcément, la recherche aussi s'est adaptée et a orienté ses efforts pour répondre à ces attentes. Mais ça prend 10 ans pour créer une variété. Donc c'est un travail de longue haleine. La recherche se porte sur quoi? Sur l'implantation racinaire, sur la transpiration foliaire, sur la résistance elle-même de la pomme de terre en terre. Ça marche comment? Alors c'est des approches assez compliquées et fondamentales. On a des partenariats avec la recherche publique là-dessus et en tant qu'institut technique. Mais on va plutôt, de façon assez simple, plutôt rechercher des variétés qui soient naturellement résistantes aux bioagresseurs, qu'ils soient des maladies ou des insectes. Donc on va sélectionner au champ. C'est pour ça que ça prend du temps en fait. C'est le sélectionneur va regarder patiemment toutes les variétés qu'il peut avoir et vraiment repérer celles qui ont les meilleurs caractères. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on va travailler. On va regarder bien sûr aussi
les qualités de transformation. On va faire appel à des chefs qui vont cuisiner nos variétés, voir si elles sont plutôt adaptées pour faire des frites, pour faire des purées ou plutôt en salade. Donc on va regarder aussi. Donc c'est vraiment un travail manuel de longue haleine et qui demande vraiment une passion aussi et l'œil humain. Alors effectivement, une sélection organoleptique, mais également une sélection régionale de la pomme de terre, parce qu'on voit que c'est cultivé beaucoup dans la moitié nord, enfin dans les Hauts-de-France principalement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on produit de la pomme de terre, on essaie de trouver des pommes de terre locales ou de retrouver de vieilles variétés qui existaient localement ou régionales d'ailleurs? Oui, bien sûr. Il y a les deux aspects. Soit, effectivement, il y a des demandes, en particulier de jardiniers, qui veulent ressusciter des vieilles variétés. Donc là, on intervient. On a les outils aujourd'hui pour régénérer ces variétés, parce qu'en général, c'est des variétés qui ont été complètement dégénérées, comme l'expliquait tout à l'heure Bruno. Donc on va faire ce travail-là de régénérer, comme on a fait pour la rate il y a une vingtaine d'années. Ou alors, c'est créer des nouvelles variétés qui sont adaptées à des terroirs aussi et des conditions particulières. Et ça, on le fait depuis très longtemps sur des pays, parce qu'on cultive à la fois de la pomme de terre sur tous les continents, sauf l'Atlantique. Donc on sait déjà comment adapter les variétés, notre sélection, par rapport à ces terroirs. Donc c'est toute une expérience que l'on a aussi pour le jardinier amateur, pour rechercher des variétés adaptées à son terroir. Oui, parce qu'on en plante aussi en Afrique du Nord, je crois. Hein. Notamment, l'Afrique du Nord, c'est un des principaux pays utilisateurs de nos plants pommes de terre. Mais on cultive aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Océanie, enfin vraiment sur tous les pays. Vous jardinez tous les deux? Bien sûr. Alors c'est quoi vos petits secrets pour avoir de belles pommes de terre? Alors le petit secret, c'est surtout de dire, je plante des pommes de terre, mais je ne veux pas forcément attendre. Le plaisir, c'est de les sortir dès qu'on peut, en sortir quelques-unes, les goûter, c'est vraiment le bonheur. Et puis, il faut savoir que la pomme de terre est une espèce qui demande peu d'eau, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc c'est un légume très, très facile à cultiver, avec plein de nouvelles possibilités de le faire. Ben justement, pour avoir d'autres astuces, on retrouve tout de suite Tom, le jardinier. Alors Tom, la pomme de terre est assez facile à cultiver. Quelles autres astuces vous nous proposez aujourd'hui? Alors moi déjà, un truc qui pour moi qui est primordial, c'est le choix des variétés. On l'a vu avant, toujours avoir cette étiquette blanche suivie d'une étiquette bleue, donc c'est le certificat qui nous prouve que c'est des plants sains. Puis ensuite, on va se faire plaisir dans les variétés. On a tous des petits jardins, on a tous des petites techniques de culture, mais franchement, je ne suis pas tout à fait content d'avoir une variété qu'on retrouverait chez le maraîcher en grande quantité. Je vais plutôt avoir des variétés qui ont des couleurs. On le voit ici, j'ai des variétés avec et la chair et la couleur de la peau rouge. J'ai des grosses variétés, comme ça, si on a un petit peu flemmard pour les peler en cuisine, pour une purée ou pour d'autres choses, ben on est quitte de devoir les éplucher. On a des variétés qui sont carrément étonnantes, avec des variétés aux couleurs bleues, violettes, qui elles, si on est un petit peu gourmand, on veut se faire des chips, si on veut faire une purée avec des couleurs violettes, c'est carrément délicieux et ça surprend aussi nos invités. Merci Tom. Alors on retrouve Nicolas en cuisine. Alors quelles sont les étapes Déjà on rappelle, qu'est-ce que vous nous faites à manger pour midi là? Alors là, nous allons avoir une brandade de saumon, la même chose qu'une brandade de morue, sauf qu'à la place, on a mis du saumon frais, donc on a fait revenir. Donc la première chose par laquelle on va démarrer, ça va être la cuisson des pommes de terre. Alors donc allez-y. Vous avez choisi quoi comme pomme de terre déjà? Alors j'ai choisi de la charlotte parce que j'utilise beaucoup de charlotte. Hein. Beaucoup en cuisine, hein, on utilise la charlotte. Hein. Oui, parce que ça passe un peu partout. Après, c'est une pomme de terre à chair ferme, donc l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser un petit peu pour tout. C'est quoi les trois pommes de terre stars en cuisine aujourd'hui pour les chefs de cuisine? Bon, la charlotte. Moi j'utilise principalement de la charlotte, de l'amandine, et puis bon après pour certaines préparations on va utiliser de la binge voilà, moi j'utilise principalement de la charlotte parce qu'elle passe effectivement partout. Hein. Donc vous les avez coupées en petits morceaux, c'est ça? Pour qu'elles cuisent plus vite? Alors je les ai coupées en petits morceaux pour qu'elles cuisent plus vite. Et pendant qu'elles vont cuire, je vais préparer la rillette de saumon. Alors justement, alors ça c'est le secret. Alors comment on prépare cette rillette de saumon là? Eh bien écoutez, je fais revenir des échalotes dans laquelle je vais mettre avec du beurre et un petit peu d'huile d'olive.
dans lequel je vais rajouter le saumon, Super. hein, doucement. Hein, et puis je vais mettre de la crème et du beurre. Hein, et Le beurre toujours, Nicolas. Ah bah oui, c'est ça. Malheureusement, c'est la richesse de la cuisine française. Ça prend beaucoup c'est de qu'elle est temps très légère. Hein. Ça prend beaucoup de temps pour faire cette rillette ou pas? Non, pas du tout. Hein. Surtout que l'avantage là, c'est qu'on n'a pas besoin. Alors, cette recette-là, on peut l'utiliser en chaud comme en froid. Donc là, comme on va l'utiliser en chaud, on n'a pas besoin de la faire refroidir. Donc, ça met moins de temps à cuire que ne vont cuire les pommes de terre. Donc ensuite, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous avez mis un peu d'ail noir aussi, je crois, hein, c'est ça? Alors, j'ai mis un petit peu d'ail noir. Je vais faire un rappel d'ail noir dans l'écrasé de pommes de terre. Hein, que je vais monter à l'huile d'olive, assaisonner. Et ensuite, je mettrai sur l'assiette un disque de saumon, de rillettes de saumon. Et par la suite, un disque d'écrasé de pommes de terre sur lequel je rajouterai un petit peu de jeunes pousses de persil. Eh bien, on se retrouve tout à l'heure, chef, pour la mise en scène de ce plat assez simple à faire au final, hein, Nicolas? Extrêmement simple à faire. Alors, on parlait de génétique, on parlait d'astuces au jardin. Je crois que vous avez donné vos astuces comme quoi la pomme de terre consommait peu d'eau. Vous aussi, vous cultivez, vous êtes jardinier. Vous avez d'autres astuces à nous faire partager. Le sol doit être un peu sableux quand même, plutôt drainant pour la pomme de terre, non? Il faut qu'il soit assez drainant, plutôt assez réchauffé, pour que la pomme de terre soit vraiment de bonnes conditions et qu'elle puisse vraiment pousser rapidement. Oui, parce qu'un sol argileux se réchauffe moins vite au printemps qu'un sol plutôt drainant et sableux, hein, Voilà, c'est ça? ouais. Après, ça va être la forme aussi, la qualité de présentation qui peut avoir une influence. Ensuite, moi, c'est pas une astuce, mais c'est ma façon de vivre, ma passion. Mais c'est l'aspect transmission aussi, de le faire avec les enfants. C'est vraiment gratifiant aussi, ça les met les mains dans la terre. Pour nous, pour moi en particulier, c'est l'occasion de transmettre aussi la passion que l'on a pour ce tubercule-là et qu'ils s'approprient aussi cette culture. Pour vous, en tant que jardinier aussi amateur, vous êtes professionnel, mais vous êtes aussi un jardinier amateur, quelles seraient vos 3 variétés préférées au jardin? Au jardin, moi j'ai une variété que je vais citer que vous connaissez certainement pas, qui s'appelle Eldorado, qui est une variété qui est très intéressante pour faire des frites à la maison. Et en culture au jardin, elle est vraiment très facile à faire parce qu'elle n'a pas besoin d'eau, elle pousse vraiment très facilement. Ensuite, pour des variétés à chair ferme, il y a une qui est citée ici, c'est Maïwen ou encore Cheyenne, qui est une rouge vraiment très éclatant. Là, pareil, ce sont des variétés qui sont très tolérantes au mildiou, donc très faciles à faire, donc pas besoin de mettre de fongicides ou même de cuivre, donc très facile à faire. Et après, pour faire de la purée ou des pommes de terre au four, j'utilise la variété de Nazca, qui là, pareil, résiste très bien au chaud. Alors, on voit aussi que les pommes de terre, vous parliez d'une couleur rouge, les couleurs des pommes de terre aujourd'hui s'affirment, la noire, la rouge, etc. C'est intéressant aussi pour les enfants, pour les inciter aussi à manger ce précieux tubercule. Est-ce qu'on s'aperçoit aussi que dans la vente des semences, les jardiniers s'orientent vers, entre guillemets, la couleur? Les jardiniers aiment bien les couleurs, effectivement. Alors, au jardin, c'est un peu plus compliqué parce que les jardiniers sont très, très conservateurs de leurs variétés. Aujourd'hui, on vend encore des très, très vieilles variétés. Une variété comme Binge est une variété qui est encore très présente au jardin, alors qu'il y a beaucoup de variétés qui, aujourd'hui, lui sont supérieures et ont des résistances qui sont meilleures. Après, il faut savoir qu'au jardin, il faut d'abord se faire plaisir. Comme disait Tom, ça ne sert à rien de vouloir, suivant le jardin qu'on a, produire beaucoup. Il faut produire des variétés qu'on va avoir du mal à trouver dans le commerce, notamment des variétés de couleurs. Il en sort régulièrement de ces variétés de couleurs. Après, dans les variétés, il faut vraiment vouloir se faire plaisir, ne pas hésiter à tenter le coup sur 10 plants de bonheur, même si on risque peut-être de les perdre parce qu'il va geler. On n'aura pas
dépenser grand-chose. Par contre, on aura beaucoup gagné quand on va les sortir les premiers et qu'on va dire à son voisin, regarde, je les jette vivantes dans la poêle, ça c'est formidable. La génétique aussi évolue, tant mieux pour les pommes de terre. Et il y a un gros point important dans la pomme de terre, c'est le mildiou qui touche à la fois les professionnels mais également les jardiniers. On en est où la pomme de terre face au mildiou dans la génétique? Dans la génétique, on a des variétés depuis quasiment 10 ans qui existent et qui sont vraiment tolérantes au mildiou. Donc elles existent en fait. Après, sur le marché professionnel, elles ne sont pas encore forcément très développées parce que je pense que le grand public ne connaît pas en fait encore ces variétés-là. Et la grande distribution ne saute pas le pas en fait pour demander ces variétés. Mais je pense qu'avec les récentes évolutions et les demandes de ce qu'on appelle la demande sociétale, je pense qu'on est à un tournant aujourd'hui et qu'effectivement ces variétés ont aujourd'hui leur place. Et je pense que le jardinier là aussi a son mot à dire parce que lui cultive et il sait vraiment, il est confronté directement à ces problèmes-là. Et donc c'est un très bon moyen et un vecteur aussi pour faire connaître ces variétés-là qui sont plus faciles à produire sans aucun produit phytosanitaire. Vous parliez de grande distribution qui ne saute pas le pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pommes de terre ne sont pas assez stars pour les vendre ou pour les produire? Je pense que la grande distribution traite la pomme de terre non pas comme un produit frais, mais comme un produit de conservation, comme des pâtes ou du riz sur lesquels on n'a pas à s'occuper. Donc leur premier critère, c'est de pouvoir garder la pomme de terre assez longtemps en rayon. Mais ce n'est pas ça, c'est un produit frais, c'est un produit vivant qu'on doit mettre en valeur. Et c'est comme une salade ou un autre produit, légumes frais. Justement, ça se conserve comment la pomme de terre après la récolte? Alors une pomme de terre après la récolte, il faut la garder contrairement au plant, justement, ce que je disais tout à l'heure, ça se conserve dans le noir, au sec. Évidemment, on a aujourd'hui le problème de la germination. C'est pour ça qu'on a aussi maintenant des variétés qui ont une dormance, qui dorment plus longtemps avant de germer. Donc ça, on s'oriente aussi pour le jardinier, c'est intéressant d'avoir ce type de variété. Et pour le dorifort, on en est où? Alors le dorifort, c'est vrai que c'était un gros problème dans les années, 70. Et puis depuis, c'est quasiment disparu avec les différents produits phytosanitaires que l'on avait. Mais ça revient avec le changement climatique, le fait qu'il n'y ait plus de protection. Donc on cherche des alternatives. Alors c'est compliqué. On essaye en fait de créer des leurres. On va planter d'autres plantes dans le jardin qui vont attirer le dorifort et ne vont pas aller sur la pomme de terre. Par exemple? Par exemple comme de la facilie, des choses comme ça qui permettent... ça c'est intéressant. Et puis en plus la facilie c'est bon pour le sol. Et c'est bon pour le sol. Donc on essaie de combiner de manière agroécologique, c'est le terme à la mode. Ça c'est intéressant. C'est facilie pomme de terre. Donc ça c'est un bon duo quoi. Ça peut être un bon duo pour le sol, même pour vos cultures après. Enfin voilà, il y a des combinaisons gagnantes qu'on étudie et qui sont pertinentes pour le jardinier également. Et la rotation des sols est importante aussi. La rotation des sols est importante. Pour ce qui est des pommes de terre, il est très très conseillé d'avoir une rotation de 3 ans, que ce soit au niveau de notre production, nous, de plants, ou au niveau de la production de consommation. Justement, Tom, je vois que vous avez mis vos petites pommes de terre germées dans un réceptacle à eux. Vous allez nous parler de quoi? Et ben là maintenant, c'est la pratique. On va essayer de les planter dans notre jardin. Donc je les ai mis comme suggéré par notre expert aujourd'hui dans une plaque à eux et je les ai mis dans le bon sens parce qu'on peut voir la pomme de terre où elle a été attachée au plant l'année passée. Là, il ne va pas y avoir beaucoup d'yeux qui vont pousser. Et là, c'est exactement le bon moment pour les planter. Si on les attend un petit peu trop, ils ont trop poussé. Et là, quand on risque de les planter, ça risque de se casser. Donc, soit on les enlève. Et une fois que c'est cassé, eh ben, ça ne va pas repousser. Donc, c'est le bon moment pour les planter. Après, il y a 1 milliard de techniques de plantation. On peut les planter en les posant sur son jardin et après en mettant du foin. Moi, je suis un petit peu traditionnaliste dans la façon de les planter. Donc, je vais mettre ma pomme de terre et pour savoir la bonne distance de plantation sur mes rangs, je vais marcher au milieu de mon jardin et je vais mettre une pomme de terre après à mon pied. Et vous faites du combien, Tom, en termes de pointure? Parce qu'il faut savoir ça. Alors, normalement, à peu près tous les pieds sont pas tout à fait de la même taille, mais là, avec une chaussure de taille moyenne, c'est la perfection et j'ai jamais de problème de carton. Vous voulez pas donner votre pointure, c'est ça? Moi, je chose du 46. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ensuite, dites-moi tout.
Et après, moi, je vais les reboucher et les buter. Et pour une petite astuce que j'ai, c'est que moi j'ai un grand jardin avec une partie pelouse parce qu'il y a des enfants qui jouent au foot dans mon jardin. Et après, je vais utiliser les déchets de tonte pour ramener sur mes buts aussi, pour amplifier le paillage. Et ça va rebuter et on va avoir une meilleure production aussi de pommes de terre. Oui, Tom a parlé énormément de variétés de mettre en scène la pomme de terre dans son jardin. Il y a la technique sur paille qui devient de plus en plus importante. Il y a la technique sur les tours de pommes de terre. Vous conseillez quoi? La méthode traditionnelle peut-être, non? Dans un jardin, on n'a pas forcément besoin de toute la place. On a souvent, avant, les jardins étaient très grands. Donc on cultivait la pomme de terre comme on la cultive en plein champ, c'est-à-dire avec des espaces importants. Aujourd'hui, quand vous avez un jardin plus petit, vous avez 1 mètre de large. Au lieu de faire un seul rang au milieu, vous pouvez faire 3 rangs sur 1 mètre de large et vous plantez en quinconce. Et vous n'avez pas besoin de bêcher et vous laissez le feuillage recouvrir, ce qui vous évite d'avoir des mauvaises herbes. Et c'est très très bon pour l'ensemble du carré de jardin. Depuis les confinements successifs, on s'aperçoit que le monde du jardin explose au niveau des potagers. Est-ce que ça se ressent sur la vente des semences de plantes de pommes de terre? Est-ce que par rapport justement au confinement, à l'engouement des jardiniers pour les jardins et maintenant face à l'inflation, est-ce que ça va relancer encore plus la vente de semences de pommes de terre? Alors il y a eu un engouement au moment du confinement parce que les gens étaient chez eux, ils se sont dit tiens, je m'occupe, je fais un petit peu de jardin, de pommes de terre notamment, et c'est un légume justement qui devient beaucoup plus facile à cultiver qu'avant. Et puis c'est un légume que l'on produit pas trop cher. Il faut savoir que quand vous achetez des pommes de terre dans le commerce, aujourd'hui c'est des produits qui sont quand même assez chers et les produire dans son jardin est vraiment très intéressant. On produit combien par semence de pommes de terre, de kilos de pommes de terre? Vous allez me dire que ça dépend de la variété, mais en moyenne. Je vais le dire un peu différemment. En général, un plant de pommes de terre va donner à peu près 10 tubercules. Voilà. Donc un rapport de indice, mais c'est plutôt pas mal. C'est ça, c'est le rapport habituel. Ce qui est intéressant aussi, c'est de consommer la pomme de terre avant qu'elle arrive à terme. C'est-à-dire que c'est une pomme de terre, on peut la consommer un peu plus jeune que la récolte traditionnelle. C'est aussi ça la petite astuce aussi. On n'est pas obligé d'arriver à terme dans la récolte. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi la joie. Pour les gens qui ont des enfants, il n'y a rien de plus formidable que de les voir gratter. Et quand ils découvrent une pomme de terre dans le sol, c'est vraiment très éducatif, c'est magnifique. Et puis, quand vous faites un rang de pommes de terre, commencez, dès que vous voyez les fleurs, vous pouvez commencer à gratter au pied. Si la taille vous suffit, vous les mangez, vous faites plaisir et vous laissez les autres grossir petit à petit. Et on terminera sur ce retour à l'enfance nécessaire et vive la pomme de terre. Messieurs, merci pour ce débat passionnant. On retrouve notre chef. Ça y est, le feu d'artifice est là, le dressage. Alors comment on dresse? Alors pour dresser, c'est très simple. On trouve dans le commerce des cercles ou bien sous forme carrée. Oui, on peut l'utiliser pour la cuisine ou la pâtisserie d'ailleurs. Absolument, c'est à double usage. Alors l'intérêt, c'est que on a un petit jus qui s'écoule de la rillette parce que je l'ai mouillé un petit peu plus à la crème. C'est très déco. Ça fait déco, ça évite que ce soit sec. Et par-dessus, donc, je pose une première pellicule de rillettes et par-dessus, je mets simplement l'écrasé de pommes de terre à l'ail noir et autour quelques jeunes pousses de persil. Ça peut se manger chaud ou froid d'ailleurs, non? Ça peut se manger chaud, effectivement, et froid. L'été en salade, ça peut être fort. Alors en agréable. bouche, c'est quoi là, en termes de mâche? En bouche, ça donne quoi? Alors en bouche, là, comme on a rajouté des petits morceaux d'araignée de mer dedans, on a un petit peu de mâche solide, mais sinon c'est fondant. Tom, une petite question? Oui, moi je me trompe toujours pour ma cuisson des pommes de terre. Vous les démarrez à l'eau chaude ou à l'eau froide? Alors moi je les démarre à l'eau froide, systématiquement. Il faut savoir que le problème de la pomme de terre, c'est que si on la fait cuire trop longtemps, elle va devenir élastique, elle va, ce qu'on appelle, nous en cuisine, elle va corder. Donc on surveille la cuisson de ces pommes de terre, on ne les refroidit surtout pas. On les écrase ou on les passe au moulin à légumes à chaud. Et puis après, certains mettent du lait, du beurre. Moi j'ai préféré faire un mélange d'huile de colza et d'huile d'olive, parce que les huiles d'olive dans le commerce ont un goût très, très fort. Et pour justement adoucir un petit peu,
pour les personnes qui sont sensibles du palais à l'huile d'olive, je coupe un petit peu avec de l'huile de colza. Merci chef. Alors tout de suite à table et on se retrouve pour de nouvelles aventures.